Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier qui est aujourd'hui le premier live de cette dernière journée de live métier cette semaine. L'objectif aujourd'hui est donc de découvrir le métier de David, qui est donc CEO d'une entreprise spécialisée en logiciel RH. David nous a prévenu qu'il aurait potentiellement 5 minutes de retard, donc n'hésitez pas à vraiment nous poser toutes les questions que vous voulez en amont du chat. En attendant qu'il arrive, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où vous êtes tous basés. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat le temps qu'il arrive. Tout le monde n'est pas encore en ligne, donc on va attendre encore 5 petites minutes. On commencera un poil en retard. Est-ce que tout le monde m'entend bien ce matin à 9h03, un vendredi? Est-ce que tout le monde est là? Bonjour Nathalie. Merci beaucoup. Donc on m'entend bien, on attend encore un petit peu, on laisse les gens arriver. C'est un peu tôt, je vous laisse prendre votre café, vous installer confortablement. Bonjour Nathalie. Ok, il est 9h05. En attendant que David arrive, je vous propose de prendre toutes vos questions, si vous en avez, sur Chance principalement, puisque donc aujourd'hui, moi je suis Camille, c'est moi qui animerai ce live. Je travaille chez Chance depuis 3 ans maintenant sur toute la partie recrutement interne de Chance. Le but de cela, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'idée, c'est que moi, je les pose à notre invité quand il arrivera. Mais en amont, si vous en avez sur l'organisation de Chance, sur la façon dont notre équipe travaille, n'hésitez pas. Je vous avais demandé lorsqu'on s'est connecté d'où vous veniez. N'hésitez pas. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir d'où vous nous écrivez aujourd'hui. Donc, je suis là pour répondre à toutes ces questions.
Bonjour David, Bonjour, comment ça va? ça va, ça va. Désolé du retard. Pas de soucis, ce sont les aléas du vendredi matin. Bienvenue du coup dans ce live. On a télévisé qui arrive progressivement, donc ne vous inquiétez pas, je pense que vous n'êtes pas le seul à être un petit peu en retard. Merci Nathalie, donc bienvenue qui est en Hauts-de-Seine. David, vous êtes basé où vous? Je suis à Paris. À Paris, super. De mon côté, je suis normalement à Paris, mais là je me suis délocalisée dans le sud-ouest. Je pensais que j'aurais du soleil, c'est un échec flagrant. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est donc de parler de vous, David, de votre expérience comme CEO d'une entreprise spécialisée en logiciel RH. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider à chacun de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. On a plusieurs programmes d'accompagnement. Le plus connu, c'est notre bilan de compétences. Dans cette méthode, justement, on vous propose à un moment de vous confronter à la réalité des métiers. L'idée, c'est vraiment d'enlever les idées reçues, les fantasmes, positifs ou négatifs, qu'on peut tous avoir sur certaines voies professionnelles. Je vous cache pas que c'est assez puissant. On le voit, ces live métiers ont une résonance particulière. Et l'idée, c'est justement d'arriver à se projeter ou non. Donc, ce que l'on fait dans le programme, on le fait durant ces live métiers en direct. Avant de commencer, du coup, David, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Ouais, d'accord. David Lescure, j'ai 39 ans, voilà, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis ingénieur de formation, j'ai bossé, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière. J'ai commencé par faire de la recherche en physique, pas très longtemps, une année. J'ai fait du conseil en stratégie pendant 3 ans. Ensuite, j'ai bossé dans le fast-food comme responsable opérationnel. Donc pas mal sur le terrain, quoi. On pourra en parler si besoin. Mais puis ça c'était vers jusqu'à fin 2015, début 2016. J'ai basculé ensuite dans le secteur de la tech. Je suis devenu DAF, donc un métier que j'avais jamais exercé, d'un site de e-commerce qui était en train de péricliter et dont j'ai fait la fermeture. C'était assez rapide pendant 1 an environ. Et ensuite, j'ai monté une boîte de téléconsultation médicale qui s'appelle Care pendant 3 ans, à peu près 2 ans et demi, disons, que j'ai revendu. C'était ma dernière expérience avant celle où je me trouve actuellement. Après cette revente, je voulais pas repartir de zéro, donc j'ai décidé de reprendre une société. Ce que j'ai fait en reprenant aujourd'hui GHS, où je me trouve depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, qui est un éditeur de logiciel de paye spécialisé sur des secteurs, enfin de paye et gestion sociale au sens large, pour des secteurs où il y a beaucoup de contrats courts, donc notamment le monde culturel, c'est la plupart de nos clients. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Care, Oui. c'est vous. J'étais pas tout seul. On était 5 cofondateurs. Mais oui. Ok. Super. Merci beaucoup. Et du coup, ben voilà, nous avons Séverine qui est donc fan de ce fameux logiciel de paie. Voilà. Donc, merci Séverine et bonjour. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir donc CEO de cette entreprise, de ce logiciel de paie finalement? Alors, de cette entreprise, il y a un facteur chance parce que en fait, mon idée c'était de reprendre une société au sens, enfin, je savais pas laquelle, disons. Je savais que je voulais reprendre un éditeur de logiciel. Ça c'était sûr puisque c'est un secteur qui intellectuellement me plaît. J'aime bien réfléchir sur les problématiques produits et me creuser la tête sur ce genre de sujet. Je connais bien aussi, donc c'est un peu rassurant quand on prend une société. Et j'ai monté ma reprise sur un schéma un peu particulier qui s'appelle un search fund. Un search fund, c'est une manière de reprendre une entreprise qui consiste à rassembler une quinzaine ou une vingtaine d'investisseurs qui vont parier sur vous avant de parier sur une cible. Et ils vont vous financer la phase de recherche, un maximum de 2 ans de phase de recherche, pour que vous leur présentiez des cibles. Donc moi j'ai cherché, en l'occurrence un peu moins de 2 ans, j'ai cherché pendant 1 an plutôt. J'ai discuté avec un certain nombre de sociétés et je me suis très très bien entendu avec le dirigeant historique de GHS qui est parti à la retraite aujourd'hui. Et puis bon, la société elle-même me plaisait, il y avait des perspectives de développement intéressantes. Donc c'est un peu comme ça que mon choix s'est fait. J'ai fini par avoir, au bout de mon cycle de recherche, mon premier cycle de recherche, j'avais je pense 2-3 cibles qui étaient intéressantes.
Mais j'avais pas tellement de doute sur le fait que je m'entendais beaucoup mieux avec les gens chez GHS et que c'était là que je voulais aller, quoi. Instinctivement, c'était ça que je voulais faire. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Moi, j'ai quand même envie de vous demander comment vous connaissez Chance. Alors, je connais Clémence. Ah, vous avez triché. Désolé. Non, pas du tout, au contraire. Donc, pour ceux qui sont dans le chat, Clémence, c'est notre cofondatrice et l'une de nos product managers, puisqu'elle s'est elle-même reconvertie en faisant le parcours Chance. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre pub interne, Clémence, aujourd'hui. Nous avons une première question, merci Mélissande, qui vous demande comment fonctionne Care, donc votre boîte d'avant. Comment ça marche? Ça marche bien. Alors j'ai un peu moins de nouvelles parce que tous mes associés sont partis maintenant. Mais disons qu'on a démarré à 5 sur une thèse qui était de proposer de la téléconsultation médicale à des expats. Et moi, quand je suis parti, on était une centaine et sur une thèse qui était de la téléconsultation médicale en France. Donc ça s'est vite développé, comme ça peut être le cas de start-up. Alors il y a toujours un facteur chance aussi. Faut bien exécuter, c'est sûr. On a levé des fonds et donc tout ça s'est bien passé. La boîte existe évidemment toujours aujourd'hui. Elle emploie toujours une centaine de personnes. Elle a été rachetée par un consortium anglais de e-santé et donc disons, le moteur entre guillemets de téléconsultation est utilisé dans d'autres pays maintenant. Et la boîte est quasi rentable, je crois. Donc ça, voilà, c'est plutôt un succès. Je suis pas resté autant que je l'aurais voulu. Et mes associés un peu pareil en fait, parce qu'il y a eu un peu des turbulences sur la gouvernance avec le fonds d'investissement qui était avec nous, mais malgré tout, je suis content que ça fonctionne toujours et que ça fonctionne bien. Super, merci beaucoup. Et aujourd'hui, GHS, vous êtes combien? On est 45 maintenant. 45, d'accord. Ouais. Ok, super. Donc, vous êtes basé à Paris? Ouais. Trop bien. C'est une ambiance très différente de la start-up. Hein. C'était aussi ça que je cherchais. Enfin, moi, je voulais un peu partir du monde des fonds d'investissement start-up et quitter ces sociétés au développement un peu fou où on se concentre essentiellement sur la ligne de revenus. GHS, c'est une boîte qui a 40 ans, qui est rentable. Donc, il faut gérer non seulement la ligne chiffre d'affaires, mais aussi tout ce qui est en dessous. Notamment parce qu'il y a de l'intéressement et de la participation et que je m'efforce de préserver ce montant pour les salariés pour qu'ils touchent une proportion d'intéressement et de participation en nombre de mois de salaire qui ne fassent pas des hauts et des bas tous les ans. Et puis, ce qui est différent aussi par rapport à une jeune boîte, c'est que 40 ans, il y a une forme de force de l'histoire qui crée une culture en fait dans la boîte qui est forte, quoi, qui est pas juste écrit sur les murs. C'est un truc qui existe parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans dans la boîte. Et donc ça, si cette culture correspond, c'est super parce que on vient tous les jours au boulot en étant certain que ça va matcher, quoi. Génial, trop bien, merci beaucoup. On commence à avoir nos premières questions. Merci à Maury et bonjour à Maury du coup, qui demande en tant que CEO, comment trouvez-vous l'équilibre entre l'envie d'être sur tous les sujets et l'autonomie des équipes? Question hyper intéressante. C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question, surtout quand moi je suis ingé, j'aime bien creuser les trucs et tout. Et donc mon challenge en tant que dirigeant, c'est de toujours trouver un point d'équilibre entre ne pas être la reine d'Angleterre, c'est-à-dire le truc qu'on sort pour décorer quand on a besoin et qui en fait ne sait rien de ce qui se passe, et ne pas être non plus tout le temps sur le plan et en fait les ralentir, quoi. Alors je suis pas dans le micromanagement, donc de toute façon c'est pas une question qui se posait, mais malgré tout, même en voulant s'informer, ne serait-ce que s'informer et donner son avis, ben on peut ralentir les choses alors que les gens sont suffisamment malins pour trouver les choses, enfin pour avoir des idées, pour avancer, quoi. Donc c'est pas facile, et c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que ça évolue en fait au fil de l'eau. Quand j'ai repris la société, il y avait 30 personnes, l'équipe tech et produit n'était pas structurée, donc je m'impliquais énormément. Maintenant on est 45 et une bonne partie de ces 15 personnes en plus, c'est des gens dans l'équipe tech et dans l'équipe produit, et donc moi j'ai complètement changé de positionnement. Je participe quand on m'appelle, une fois par semaine je prends des nouvelles, en gros. Et donc c'est je sais pas s'il y a une méthode, mais faut arriver à percevoir par des petits signaux qu'on n'est plus correctement positionné, qu'on est en train de se décaler par rapport au positionnement optimal, et arriver à se repositionner. Et ces signaux, c'est par exemple des réunions où on se dit bon, en fait là je sers à rien, il y a des trucs que je comprends pas, ou à contrario je pose trop de questions et je vois bien que ça ralentit les gens. Donc ça c'est un signal qui dit qu'on est peut-être un petit peu trop investi.
Ou à contrario, si on n'arrive plus à suivre ce qui se passe et qu'on découvre des choses lors de réunions générales, là c'est pas bon signe non plus. Donc faut se réinvestir un peu. Donc faut voilà, faut en permanence se réajuster quoi. Et en permanence, je dirais, c'est presque toutes les semaines quoi. Ok. Donc finalement, oui, finalement rester plutôt en hauteur, laisser l'autonomie, mais garder un minimum de monitoring parce qu'on ne sait jamais. Ça dépend des sujets en fait. Le rôle de CEO, c'est un peu, enfin en tout cas dans une boîte de la taille de GHS, c'est être là où on a besoin et pas s'imposer là où il n'y a pas besoin quoi. Et donc il y a quand même des endroits où il y a besoin que je sois opérationnel, donc je le fais volontiers parce que ça m'intéresse. Il faut repérer, faut repérer les sujets où il y a besoin, les sujets où il n'y a pas besoin. C'est ça c'est ça le job. Et faut aussi créer des sujets, en fait, c'est aussi ça le rôle, c'est faut créer des sujets sur lesquels au début il y aura besoin parce que en fait personne va les prendre, c'est normal, il faut initier la chose. Donc je sais pas, je vous donne un exemple, on lance un projet d'intelligence artificielle pour assister les personnes au support. Au début c'est moi qui l'ai lancé, c'est normal, c'est moi qui ai vu les prestataires, j'ai fait un peu de tri et puis quand j'avais fini mon tri, là j'ai commencé à impliquer d'autres personnes. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Alors là, on a deux questions qui sont finalement assez liées. On a la première qui est une question donc de Nathalie qui vous demande comment vous est venu le fait de devenir CEO, et Mélissandre qui vous demande, et donc là ce serait plutôt potentiellement pour Kerr, comment est venu le déclic de créer votre entreprise, quel a été le cheminement? Alors, être CEO, moi j'ai toujours eu du mal à bosser avec des gens au-dessus de moi. Donc c'est assez simple, hein, dans mon caractère, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à pas être libre de ce que je fais quand je le fais. C'est pas pour avoir le pouvoir, parce que j'aime bien discuter et j'aime pas prendre des décisions tout seul, ça pas du tout. Mais par contre, j'aimerais vraiment être libre de faire, quand même d'orienter la boîte, de m'organiser à titre personnel, de bosser comme j'ai envie, quand j'ai envie, sur les sujets dont j'ai envie. Donc ça partait de là. Ça partait pas mal de là. J'ai toujours eu aussi dans l'idée un peu à long terme de sécuriser un peu, de me sécuriser financièrement, pour me dire, j'aurai pas qu'une seule vie en fait, et je pourrais peut-être plus tard faire des métiers qui seront pas du tout rémunérateurs si j'ai envie. Et c'est quelque chose que je ferai probablement. Donc l'idée de créer une boîte, c'était aussi un peu ça, c'était de dire si ça marche, si ça marche pas, j'aurai une expérience intéressante de CEO, un job qui m'intéresse. Enfin, en l'occurrence, chez Kerr, j'étais pas CEO, j'étais COO, mais bon, voilà, j'étais à un poste de direction, j'étais En gouvernance. J'étais en gouvernance, voilà. Et si ça marche, potentiellement, j'en retire de l'argent que je pourrais mettre de côté pour me dire le jour où j'ai envie de faire un job qui est moins rémunérateur, je suis sécurisé. Donc, c'était un peu ça mon idée aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup, super clair. Séverine vous demande quelles compétences pensez-vous indispensables à un bon CEO et quel est votre prochain projet? Alors mon prochain projet, pour l'instant, c'est GHS. Donc ça fait 3 ans que j'ai repris. J'ai pas de plan. J'ai pas de plan de carrière à long terme, quoi. Hein. J'irai un peu là où j'ai envie, quand j'en ai envie. Tant que GHS me plaît, j'ai l'intention d'y rester. Donc ça peut bien durer 10 ans, 15 ans, quoi. On verra, je sais pas. Donc j'ai pas du tout de plan de sortie, en tout cas à court terme. Et quelles sont les qualités, je dirais que franchement, ça dépend vachement du contexte. Moi, j'ai l'impression qu'il faut être assez polyvalent. Il faut être faut être capable de pas micromanager, donc faut être capable d'accorder sa confiance. Il faut être capable de se remettre en question en permanence, confère la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le bon positionnement. Et puis, faut être un peu courageux parce que il y a quand même souvent des moments difficiles. Typiquement, il peut y avoir des discussions difficiles avec des gens, il peut y avoir des décisions à prendre. Donc, faut pas avoir. Enfin voilà, il y a des moments où il faut prendre son courage à deux mains, quoi. Donc voilà, c'est à peu près ça, je pense. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que Nathalie vous demande si vous pensez que CEO est le dernier métier ou la dernière fonction que vous occuperez dans votre carrière professionnelle? Je pense pas, mais j'ai pas de boule de cristal, mais je pense pas, non. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, donc
je pense pas que je retravaillerai dans une entreprise si c'est pas en tant que CEO. Ça c'est probable. Ou alors vraiment en tant qu'expert sur un truc, mais pas dans la hiérarchie, quoi. Donc ça, c'est possible. CEO de GHS pendant longtemps, CEO d'une autre boîte, voilà. Et sinon, je pense que je ferais un métier que j'exercerais peut-être de manière un peu plus solitaire, ou en tout cas où la hiérarchie est moins importante. Je m'étais toujours dit que peut-être je pourrais reprendre la recherche et l'enseignement. C'est une option, quoi. Ok, super, merci. Et justement, donc Amaury nous demande, sauf erreur de sa part, vous parliez d'un parcours d'ingénieur. Pourquoi CEO et pas CTO? Est-ce que c'était simplement l'opportunité ou ça vous plaisait plus? Ça s'est un peu fait. J'ai l'impression que j'ai rien choisi, mais bon, déjà j'étais en école d'ingé entre 2005 et 2008, quoi, 2009. La tech, la data, c'était quand même moins important qu'aujourd'hui. Je suis sorti d'école, l'iPhone sortait, quoi. Faut juste se remettre ça en perspective. Donc en fait, faire de la tech en école d'ingé, c'est devenu glamour juste quand je suis sorti, moi. Donc il y avait un peu ça déjà. Ok. Et je dois dire qu'à l'époque, j'étais plus intéressé par les sciences fondamentales que par faire du code. Et donc en fait, je l'ai pas étudié. J'aurais pu m'y mettre après, mais en fait, ça s'est pas fait parce que je pense que j'aime bien manager quand même. Je dois pas être trop mauvais, et donc j'ai été porté vers des postes de management. Et du coup, D'accord. j'ai pas jamais matériellement eu le temps de me dire, ok, tiens, si je prenais un mois pour apprendre à coder, quoi. Ce que je ferai peut-être plus tard, d'ailleurs, on verra. On ne sait pas. Peut-être sur votre prochain challenge, après avoir été CEO de GHS. Et Sarah vous demande quelle est la chose que vous aimez le plus dans votre métier et votre plus gros challenge. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? C'est une bonne question. J'aime bien discuter avec mes associés, enfin avec mon codir, quoi. Et même avec on a un autre comité plus élargi. Il y a une super équipe en fait ici. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Enfin moi je suis comme un poisson dans l'eau chez GHS, et donc j'adore discuter avec les gens ici des projets qu'on est en train de déployer, des projets qu'on va lancer. C'est hyper intéressant parce que je sais aussi que ça va se faire, quoi. C'est pas des discussions en l'air. On est une petite boîte, donc en fait les choses elles sont faciles à actionner, et donc quand on discute d'un truc qui nous emballe, on sait qu'on va finir par le faire. Ça c'est cool. Et le plus gros challenge, il y en a plusieurs des challenges. Il y a un challenge qui est de maintenir ça déjà, parce que comme on se développe, on recrute, et donc faut pas se rater sur les recrutements. Et il y a un challenge d'ordre commercial, parce qu'on aimerait bien développer un peu plus la société sur d'autres niches, au-delà des niches sur lesquelles on est nous on est très présent sur le spectacle, la prod audio, l'événementiel, voilà. Et à la marge, quelques autres secteurs, on aimerait bien s'y développer plus. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai pas un background commercial important. L'ADN de GHS, c'est pas ça non plus. Donc en fait, on se rend compte qu'il va falloir, si on veut le faire, il va falloir s'organiser autrement pour pas perturber ce qu'on fait en ce moment. Donc c'est un challenge d'ordre un peu personnel sur la partie commerciale, et stratégique aussi, quoi. Ok, merci beaucoup. Dans la même lignée, Séverine, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas votre question, mais Johanna vous demande comment est-ce que vous gérez la charge mentale qui incombe au poste de CEO. Je suis pas d'un naturel stressé, donc ça va. Franchement, Je suis comment? je suis si jalouse, j'adorerais ne pas être trop stressée. Bon, ça se passe bien aussi, donc c'est facile, hein. Je veux dire, la boîte, je la gère correctement. Elle gagne déjà de l'argent, elle gagne toujours. Elle se développe, donc j'y pense. C'est sûr que s'il y a un truc auquel je me suis habitué, c'est que quand on dirige une boîte, que ce soit Care ou GHS maintenant, il n'y a pas vraiment de vacances intellectuelles. On y pense tout le temps. Donc ça, faut être prêt à ça. Moi, je me suis habitué maintenant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai arrêté de me stresser inutilement sur des trucs sur lesquels j'ai pas la main maintenant, quoi. J'y pense, j'y réfléchis tout le temps, mais ça tourne en arrière-plan, et c'est tout, quoi. Et je me suis habitué, en fait. Voilà.
Trop bien, merci beaucoup. Alors moi, j'ai quand même une question pour vous. Est-ce que dans votre parcours, vous avez eu des rencontres marquantes et si oui, lesquelles? Ouais, j'en ai eu quelques-unes. De quoi je peux vous parler? Bah déjà, la reprise de société et surtout la manière dont je l'ai fait, en fait. Donc, quand on veut reprendre une boîte en France, enfin historiquement, ou dans les autres pays d'ailleurs, hein, voilà, soit on fait tout seul avec son argent, mais moi j'en avais pas assez pour reprendre une boîte comme GHS, soit on fait avec un fonds d'investissement. Et là, le risque avec un fonds d'investissement, donc le fonds prend en général 90% du capital, et donc on n'est pas vraiment chez soi, quoi. Et du coup, ça me convenait qu'à moitié, quoi, parce qu'il y a un risque quand même important. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, ou plutôt re-rencontré quelqu'un avec lequel j'avais bossé il y a presque une dizaine d'années dans le conseil, qui était la première personne à avoir monté un search fund en France, et qui venait de reprendre sa boîte. Ça faisait quelques mois qu'il avait repris, quoi. Et en fait, il m'a mis le pied à l'étrier sur ce modèle, en m'expliquant comment ça marchait et en m'expliquant les avantages de ce modèle. Et je pense que je le remercierai jamais assez, parce que sinon je serais pas là, enfin je serais ailleurs probablement, mais j'aurais pas pu reprendre GHS de la manière dont je l'ai fait, et d'une manière qui me convient parfaitement, parce que sans rentrer dans les détails, en gros on a une gouvernance collégiale. On est près d'une vingtaine d'actionnaires dans la boîte, donc il n'y a pas d'actionnaire majoritaire. Moi je suis le plus gros, mais je peux pas décider tout seul, et du coup on décide ensemble. Il y a une intelligence collective. Alors ça crée un peu de frottement quand il faut prendre des décisions tous ensemble. Heureusement, c'est pas le cas tous les jours. Mais voilà, je trouve que c'est un modèle qui est super pour la reprise, et c'est grâce à cette personne que j'ai pu le faire. Super, merci. Et du coup, c'est magnifique, ça me fait un lien avec la question de Séverine qui demande comment se passe une campagne de levée de fonds internationale. Alors, ça dépend pourquoi, en fait. Pour une start-up, ça se passe que, en fait, vous allez prendre vos slides et votre idée, et puis les résultats que vous avez peut-être déjà, et aller parler à des fonds d'investissement spécialisés en venture capital, donc des fonds de VC. Il y en a plein à Paris, pas forcément nécessaire d'aller ailleurs. Et alors, suivant le stade où vous êtes, vous allez plutôt, enfin, en fait, les fonds ou les investisseurs, les business angels sont spécialisés par étape, hein, de développement de la boîte. Donc, en fait, suivant là où vous êtes, vous allez parler aux personnes qui investissent à cette étape, quoi. Pour moi, ce que j'ai fait pour la reprise, c'est assez différent. Si vous voulez reprendre une boîte avec un fonds, il y a des fonds aussi qui, en fait, investissent dans des deals de reprise, ou dans des boîtes rentables, disons. C'est pas du tout les mêmes que les fonds de venture capital. Donc, il faut aller parler à ceux-là. Et moi, pour ce que j'ai fait, le search fund, il y a également une communauté d'investisseurs, disons. Et donc, on va rassembler, donc ce que je disais, une quinzaine ou une vingtaine d'investisseurs pour initier la phase de recherche, le véhicule de recherche, le search fund, donc fonds de recherche. On va d'abord rassembler 2-3 investisseurs autour, enfin moi c'était des amis, des anciens collègues, donc cette personne dont je vous ai parlé là. Et ensuite on va aller voir des gens qui connaissent le modèle, mais qui vous connaissent pas vous, en France, et puis ailleurs où il y a d'autres investisseurs qui connaissent ce modèle. Donc c'est essentiellement fait en Espagne et aux États-Unis, quoi. Voilà. D'accord. Ok, super, merci beaucoup. C'est très clair. Du coup, on aura 3 autres questions et après on arrêtera. Donc, on va pousser un petit peu après la demi. Nathalie vous demande, entre être ingénieur et être CEO, avez-vous l'impression d'un écart énorme dans votre quotidien au niveau de la charge de travail et de ce que la demande d'être CEO, ou est-ce que c'est finalement un peu un mythe? Alors j'ai jamais vraiment exercé mon métier d'ingé. Enfin, j'ai été chercheur, quoi, mais je sais pas si ça n'a pas duré très très longtemps. Donc, enfin, oui, c'est le grand écart, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je ne fais pas du tout ce que font mes camarades de promo qui sont ingés chez Saint-Gobain ou chez Thales, quoi. Ça n'a rien à voir. Je réfléchis plus, enfin quasiment plus, sur des problématiques qui impliquent des sciences fondamentales. Je réfléchis sur des problématiques, enfin sur des sujets où il faut un sens analytique important, parce qu'on réfléchit sur des produits, sur l'architecture produit, sur des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Donc cet aspect-là me manque un peu, parce que j'aime bien ça. Donc c'est pour ça que j'exclus pas un jour d'y retourner. Pour ce qui est de la charge de travail, au début c'était très important, parce que quand on arrive dans une boîte où il y a un dirigeant qui part, même s'il fait une phase de transition, où on connaît pas les gens, on connaît pas, alors je connaissais un peu le métier d'éditeur logiciel, mais on connaît pas le secteur. Là c'est un peu intense. Les 6 premiers mois, disons, sont assez intenses.
Maintenant, ça va, je suis en régime stationnaire, on a recruté, donc je suis beaucoup moins impliqué sur les sujets opérationnels. Donc on en parle sur le sujet de tout à l'heure, sur la remise en question. Parfois, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on se dit, mais si je fais rien, en fait, tout va bien, ça va quand même tourner, quoi. Alors oui, ça va tourner, mais pas longtemps, et puis avec moins de perspectives. Donc mon rôle, c'est devenu ça, quoi. Et donc ma charge de travail en termes d'horaire, en fait, elle est pas, je la maîtrise complètement, quoi. C'est juste que j'y pense en permanence. Voilà. Ok, super, très clair, merci beaucoup David. Et du coup, donc, dernière question de la part de Mélissandre. Quelle est votre plus grande satisfaction personnelle ou réussite de votre parcours pro? Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Une anecdote, j'aurais dû y penser avant. Sur les années. Ouais, bah, je suis hyper content, moi, d'avoir repris GHS. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, on s'est tellement bien entendu avec l'ancien dirigeant qu'on est resté copains malgré les années qui nous séparent. Lui, il a ouvert un resto dans Paris. Et donc, bah, j'y vais souvent, quoi. Enfin, j'y vais souvent parce qu'il est en train de fermer, finalement, ça le fatigue, il en a marre. Mais il l'a gardé pendant 2 ans. Donc voilà, je suis hyper fier en fait d'avoir réussi à pérenniser la boîte et l'ambiance qui existait, qui m'a plu quand moi je l'ai reprise. Voilà. Au-delà des résultats financiers et des chiffres, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vois que Nathalie est en train de taper, mais pour terminer ce live, moi c'était super. Merci Nathalie pour votre message. Donc pour terminer ce live, chez Chance, vous le savez peut-être David, pour nous le sens est un alignement de 4 piliers et pas uniquement la finalité d'un travail. Donc c'est l'alignement de votre métier, de la finalité de votre métier, de votre environnement de travail et de vos impératifs personnels. Du coup, moi j'ai envie de vous demander pour terminer ce live, quel sens trouvez-vous dans votre vie professionnelle? Alors attends, il y a 4 piliers, c'est ça? Tu peux redire? Pas de souci. Votre métier, Ouais. votre environnement de travail, la finalité de votre métier et vos impératifs personnels. Le sens, c'est l'équilibre des 4. Bon, la finalité de mon métier, on sauve pas le monde, mais ce qui est cool, c'est que nos clients, ils sont sympas quand même. On est dans un secteur qui est assez sympa. Et ils sont hyper contents en général quand on leur parle. Donc ça, c'est cool parce que, enfin, du coup, la finalité, c'est un peu de faire en sorte qu'ils soient contents et ils nous le rendent bien parce que, voilà, parce que quand on les voit, ils sont contents de nous voir, parce que quand on organise un truc, ils viennent, parce que je sais que au support, ils ont des places pour aller voir des trucs et tout, c'est assez sympa. Enfin voilà, il y a un échange de bons procédés. J'ai un peu oublié. Mon métier à moi de CEO, bah, mon métier il me plaît. Enfin voilà, j'aime bien les gens avec lesquels je bosse. J'aime bien manager. Bon, pas que ça, mais ça me plaît. C'est un bon mélange en fait. Moi, ce que je cherchais dans le métier de CEO, c'est être libéré de la hiérarchie et de pouvoir bosser sur plein de sujets différents. Donc, je bosse sur des sujets très analytiques. Je fais un peu de data, voilà. Et je bosse sur des sujets complètement soft entre guillemets, donc de RH quoi. Voilà, donc ce mélange me plaît. Je maîtrise complètement mon emploi du temps, donc en fait, pour ce qui est des impératifs personnels, ça va. Bon, enfin, j'ai quand même un minimum de charge de travail, mais je veux dire, on s'en sort bien. Il y en a quand même 3 enfants, donc ça réclame un peu d'orga. Mais je pourrais pas avoir la même fluidité dans mon rythme de vie perso si j'étais salarié en fait. Ce serait pas. Enfin, je veux dire salarié à un niveau de direction dans une grosse boîte, j'aurais beaucoup plus de contraintes. Okay. Et j'ai oublié un pilier, c'était. Non, impératif personnel, environnement de travail, vous venez d'y répondre. Environnement de travail, j'ai oublié environnement de travail. Bon, environnement de travail. Ça rentre dans l'impératif. Mais non, mais c'était super clair. Merci beaucoup, David. Pour terminer, du coup, on arrive à la fin de ce live. Donc, merci encore, David, d'avoir pris vraiment une demi-heure de votre journée qui, je pense, est très bien remplie. Pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Je finirai par vous parler quand même de la communauté Chance et d'initiative 3 minutes pour les autres qui peut apporter un coup de pouce à une personne qui en a besoin. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. L'idée, c'est vraiment de créer une vague de solidarité professionnelle. Donc, c'est aussi important et ça passe par ces live métiers. Et j'ai terminé. Donc, merci encore, David. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.